elite of the bar, which is doing corporate business and international corporate business, and this NGO lawyers activists. What is strange is if you look at Asia, suddenly you find that they're exactly the same people. To give you an example of Indonesia, Anand Buyung, who was the founder and inventor of LDH, which has been described as the best legal aid institution in the world. Not, big thing. He was at the same time the grandfather of all the corporate bar in Indonesia. And you find that all the same people who are part of the NGO network and which have been very influential in Reform Asia and in this kind of public activism are exactly corporate lawyers. Almost as if I was to tell you suddenly that, in fact, Pinheiro Neto and Betinho are the same people, which is not quite true here. So the question is to understand why you have this complete divergence. And the reason, in a couple of sentences, is basically the value of the law, the credibility of the social capital, has to be constantly rebuilt, otherwise it becomes disqualified, devalorized, obsolete. And if it is not done, it goes down. And so in a way, the strategy I described at the beginning of this Wall Street gun turning into statesman was one of these kind of strategy of investing in state in order to rebuild the credibility of the law. And it's exactly this strategy that these US lawyers have tried to promote all over the world as part of their imperial strategy, but also professional model strategy. And in a way, they failed in Latin America. The law and development movement has failed in this country, and that's why probably they decided to invest in institutions like NPOX to try to bypass the control of the lawyers and the most prestigious law faculties over knowledge, over legitimacy, over discourse around the state. And that's why they subsidize institutions like NPOX and probably economics and political science. And of course, during at the lifetime of the military regime, there was a sort of alliance out of necessity. But this alliance was short-lived. And as soon as the military had gone away, it was back to politics as usual. Whereas in Asia, for reasons that I don't have time to go into, but which goes back to the research of colonization, it was a complete, total demise. First, because the military regime lasted a good deal longer and were also a good deal harsher, but also because these colonial projects were not colonial projects in the sense that Portuguese or the Spanish crown tried to do it here by building states. They were mainly colonies for merchant colonies. And it's only very recently that these merchant lawyers were transformed into statesmen. So, they had gained a very substantial position, but they quickly lost almost everything. And it's because they lost everything and they had nothing to lose that they embraced completely the American model and tried to reinvent themselves as champions of public civil society and public advocacy. Thank you. Bom, eu passo a palavra agora para o nosso outro consultor, Michel Oferlé. Gostaria de falar em português, mas o meu português é muito ruim. Então, desculpa, vou falar em francês sobre os empresários e as organizações patronais a partir de uma pesquisa que comecei 2 anos atrás com entrevistas com dirigentes e militantes dessas organizações. Je m'excuse donc de vous imposer la langue française. Je voudrais donc vous parler de travaux en cours que j'ai donc commencé il y a 2 ans sur les organisations patronales. En effet, comme on peut le constater dans la littérature internationale, que ce soit en anglais, que ce soit en portugais, que ce soit en français,
Aussi bizarre que ça puisse paraître, les travaux sur les entrepreneurs, ce qu'on appelle les patrons, empresarios, et les travaux sur les organisations patronales, celles qui sont censées représenter donc ces chefs d'entreprise, sont relativement peu nombreux. En effet, si vous reprenez le cas du Brésil, vous êtes quelques chercheurs, on a pu le constater hier dans un groupe de travail de l'ANPOX, à s'intéresser donc aux entrepreneurs. Si l'on travaille sur le cas français en sciences politiques, c'est la première fois, en 2009, ce sera la première fois que l'on organisera, c'est moi qui organise, une table ronde autour justement de l'action économique, enfin, l'action politique et l'action économique et l'action collective des élites économiques. En effet, aussi bizarre que ça puisse paraître, on sait très très bien comment les dominés protestent, de quelle manière les dominés s'organisent, mais d'une certaine manière, on sait beaucoup moins comment les dominants dominent et qu'est-ce qui fait le pouvoir économique. En effet, soit on a des études sur les entreprises, mais finalement qui sont relativement peu nombreuses, qui ne vont pas jusqu'à la chair donc des agents, en travaillant sur leur trajectoire, en travaillant sur les modes de capitaux. De la même manière également, en ce qui concerne les organisations empresariales, on a effectivement relativement peu de travaux. Ce qui fait qu'on oscille dans des perspectives générales entre l'idée d'une toute-puissance, donc du pouvoir économique, qui dominerait entièrement le pouvoir politique, ou au contraire, donc, d'une grande division, d'une grande fragmentation, donc, de ce pouvoir, avec donc la question de savoir si les organisations représentatives des entrepreneurs sont effectivement donc des agents politiques et économiques importants. Le problème que je me suis posé justement par rapport à cette table ronde et par rapport à l'évolution actuelle donc des entrepreneurs au niveau mondial, c'est la question justement du degré d'internationalisation donc des différentes organisations patronales. En effet, les organisations patronales ont d'abord été des associations de défense des chefs d'entreprise. Et en quelque sorte, elles se sont bien souvent opposées aux syndicats de salariés dans une forme de lutte de classe, puisque notamment en France, au début du XXe siècle, eh bien, le syndicalisme révolutionnaire français entendait à la fois détruire le salariat, mais également le patronat. Et donc les chefs d'entreprise ont d'abord, les organisations de chefs d'entreprise ont d'abord été des organisations de défense des chefs d'entreprise. Cela se marque encore à l'heure actuelle dans un certain nombre de discours, voire éventuellement dans la manière dont les organisations patronales se définissent dans leurs sigles, par exemple. Mais également un mouvement important depuis une vingtaine ou une trentaine d'années consiste en la redéfinition du rôle de ces entreprises, de ces représentations de chefs d'entreprise, en faisant passer justement le mot chef d'entreprise derrière pour mettre en avant et naturaliser l'idée d'une défense des entreprises, d'une défense de l'économie. Cela a particulièrement été le cas en Suisse, par exemple, ou éventuellement donc en Suède, où désormais les organisations patronales s'appellent tout simplement économie suisse ou économie suédoise. En ce sens, justement, ces entreprises, ces organisations se donnent pour but de défendre non plus les chefs d'entreprise, mais l'économie en général, la prospérité, la croissance, la création d'emplois. Ce qui fait que lorsque l'on parle des rapports entre les organisations patronales et la question internationale, il faut se poser le problème de savoir ce que ces organisations donc défendent. Est-ce qu'elles défendent, est-ce que par exemple la CNI brésilienne ou la Fiesp, donc de São Paulo, défendent justement les entreprises brésiliennes, ou est-ce qu'elles défendent les entreprises au Brésil, ce qui est quand même tout à fait différent, notamment en ce qui concerne donc l'accent qui est plutôt mis sur la question de l'internationalisation et donc de l'ouverture générale des frontières
et donc de l'internationalisation du capital, ou au contraire, donc des formes sinon de protectionnisme ou de nationalisme que l'on pourrait trouver encore dans les idéologies patronales nationales. Le correspondant de la CNI, mais ce n'est pas exactement la même chose, puisque les organisations patronales ont une histoire très particulière dans différents pays. Vous avez notamment les restes du corporatisme, qui est encore important donc dans l'organisation patronale brésilienne. En France, il y a une dizaine d'années, eh bien, le mouvement patronal français s'est transformé de Conseil national du patronat français, patron étant chef d'entreprise, en mouvement des entreprises de France. Ce ne sont plus les entreprises françaises, mais les entreprises qui sont en France. Il n'en reste pas moins que ce mouvement défend de manière privilégiée, là aussi, les entreprises françaises, même s'il y a toute une série de concessions faites par rapport à l'international. Alors, ces quelques considérations générales faites, je voudrais donc simplement insister sur deux points. C'est une recherche qui est en cours et qui nécessitera beaucoup d'années, puisque d'une certaine manière nous partons sinon de zéro, du moins de très très peu de connaissances, alors que sur les mouvements sociaux, sur les mouvements altermondialistes, sur toute une série de partis politiques, nous avons une série importante de monographies lorsqu'il s'agit d'essayer de configurer la carte de l'espace patronal ou du champ patronal. Eh bien, on manque à l'heure actuelle beaucoup de connaissances. Et je voudrais simplement faire donc deux remarques, qui sont donc des remarques programmatiques, concernant la manière dont on peut, en ce qui concerne les organisations patronales, eh bien également appliquer toute une série donc de théories qui viennent donc de la sociologie des organisations politiques. Et je voudrais focaliser cela sur deux points. C'est d'une part la question donc des ressources au sein donc de ces organisations patronales. Quelles sont les ressources nécessaires pour pouvoir justement, entre guillemets, y faire carrière, pour pouvoir avoir une action efficiente au sein de ces organisations. Et deuxièmement, en ce qui concerne les formes donc de l'engagement, que de la même manière qu'on parle de militantisme, est-ce qu'on peut parler de militantisme patronal? Est-ce que les grandes théories du militantisme que l'on a pu élaborer à propos des organisations ouvrières, à propos des organisations type ONG ou mouvement sans terre, est-ce que, toutes choses étant différentes par ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'organisation, de formes d'organisation et d'engagement patronal? Alors simplement, il faudrait, je n'ai pas le temps, mais rappeler l'extrême diversité donc des organisations patronales, qui vont à la fois donc des plus connues, comme la CNI, la FIESP, le MEDEF, la CBI anglaise ou la Chamber of Commerce américaine, bon, jusqu'à des formes beaucoup plus secrètes, voire beaucoup plus discrètes, donc d'organisations, de clubs, de grands chefs d'entreprise qui n'ont pas besoin éventuellement de militer, entre guillemets, dans une organisation nationale, d'y passer donc du temps, mais qui peuvent éventuellement se retrouver dans des cénacles relativement fermés, notamment au niveau européen, au niveau mondial, au niveau également de chaque donc pays. Vous avez ce qu'on appelle une business roundtable qui regroupe un certain nombre donc de très grands chefs d'entreprise. Il ne faut pas forcément y voir là les maîtres du monde, mais c'est aussi des formes donc d'organisation qui sont particulières par rapport aux organisations de masse, plus ou moins obligatoires, puisque la CNI a un imposto syndical, alors qu'au contraire, vous avez en France donc des formes d'adhésion volontaire qui passent par notamment des fédérations professionnelles. Alors, premier point rapidement, donc, sociologie des organisations patronales. Quelles sont en quelque sorte les ressources pertinentes que l'on peut donc trouver, que l'on peut justement objectiver pour comprendre ceux qui vont justement donc intégrer des fonctions de pouvoir dans les organisations? Qu'est-ce que c'est, si l'on prend la métaphore du capital militant, qu'un capital empresarial, qui serait effectivement donc un capital patronal, qui reposerait à la fois sur la notoriété des individus, sur la force de leur entreprise, mais également sur leur capacité politique. En effet,
là il faudrait faire la comparaison systématique entre le Brésil, la France, l'Italie ou la Grande-Bretagne, ce ne sont pas forcément les chefs d'entreprise, les mêmes types de chefs d'entreprise que l'on va retrouver donc au sein des organisations patronales. J'ai l'impression qu'au Brésil, les très grands chefs d'entreprise sont assez justement impliqués dans l'action patronale, ce qui n'est pas forcément le cas en France, où les grands chefs d'entreprise sont plutôt impliqués au niveau des fédérations professionnelles. Par exemple, la fédération du commerce, qui groupe les grands secteurs de distribution donc commerciale, vous allez avoir donc le président directeur général de Carrefour qui va être effectivement donc impliqué dans cette action de fédération. Mais lorsque l'on monte à un niveau au-dessus, au niveau de la confédération, on a effectivement donc un autre type de public. Bien. Alors, il faudrait donc là imaginer donc un ensemble d'indicateurs pour essayer d'objectiver ce qu'on peut appeler un capital empresarial qui serait à la fois fait donc de réussite entrepreneuriale dans sa propre entreprise et également donc de liens avec le monde politique, voire éventuellement de réseaux internationaux. C'est quelque chose sur lesquels donc il conviendrait de réfléchir, sur lesquels je suis en train de travailler. Deuxième point, c'est la question justement de la sociologie de l'engagement. En allant très vite, excusez-moi, disons qu'il y a 3 entrées en ce qui concerne les formes de l'engagement politique. Il y a l'entrée par les dispositions des individus qui sont donc, entre guillemets, prédisposés à s'engager collectivement, soit parce qu'ils ont participé à des mouvements de jeunesse, soit parce que leur socialisation familiale les y a incités. Vous avez également une deuxième entrée qui n'est pas contradictoire avec l'autre, qui est une entrée processuale par les processus, aussi bien des logiques de situation, et également par des formes de trajectoires particuliers qui font qu'un individu va investir dans l'action collective à un moment ou à un autre de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle. Et la troisième entrée, c'est l'entrée par les rétributions, par les gratifications, qui, comme on le sait, peuvent être des gratifications de type symbolique, de type matériel, de type de sociabilité ou de type idéal. Alors je ne vais pas revenir, si vous voulez, par rapport aux entretiens que j'ai déjà faits. Effectivement, dans les entretiens que j'ai déjà faits, je commence à se dessiner une espèce donc de carte des formes donc de justification. Dans les entretiens, je ne récupère pas des motivations, comme l'on dit, je récupère des formes de justification, des formes de rationalisation qui me permettent de comprendre les raisons d'agir. Et on peut éventuellement, si vous voulez, trouver 3 grandes raisons d'agir, 3 grands types de rétribution, donc qui seraient à la base de l'engagement dans les organisations patronales. Je laisse de côté celles qui intéressent les membres, qui intéressent la majorité donc des organisations, à savoir donc les services. N'oubliez pas que contrairement aux syndicats ouvriers, les syndicats patronaux sont bien souvent des organisations de services qui distribuent des services juridiques, des services d'information, des services fiscaux, etc., etc. Donc je laisse de côté cet intérêt général, utilitariste, effectivement, qui est mis en avant donc par les patrons de base, par les chefs d'entreprise qui adhèrent à ces organisations. Mais en ce qui concerne les militants, en ce qui concerne ceux qui sont engagés, parfois ils utilisent d'ailleurs le terme de militants, eh bien il y a effectivement, pourrait-on dire, 3 formes, disons, de rétribution que l'on peut éventuellement styliser. La première forme, c'est, pourrait-on dire, une rétribution empresariale qui a directement à voir avec l'entreprise, soit parce que le fait d'être dans une organisation patronale donne des avantages à une entreprise, lui donne éventuellement une notoriété, une surface sociale, soit éventuellement parce que, notamment au niveau des fédérations professionnelles, elle permet justement de donner les lignes principales au marché, elle donne un avantage justement préférentiel à ce type d'entreprise et à ses représentants qui participent aux organisations patronales. Deuxième type, pourrait-on dire, de rétribution, ce sont donc les rétributions de type politique, ou interesse politico, intérêt politique qui peut être un intérêt donc direct, à savoir la manière dont les individus peuvent apparaître sur la scène politique. Il y a un certain nombre d'interviewés qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas envie de faire de carrière politique, mais qu'en quelque sorte,
ils se sentaient, d'une certaine manière, des militants de l'entreprise, des militants de l'économie, certains ayant même comparé dans les entretiens donc leur travail comme un travail donc au service d'eux, comme des ONG. Nous sommes en quelque sorte des ONG de l'entreprise et en quelque sorte en essayant de gommer toute préoccupation intéressée directement pour en faire effectivement une cause. C'est peut-être cela justement l'importance à l'heure actuelle dans les organisations patronales, c'est la capacité qu'ils ont à transfigurer donc des intérêts entrepreneuriaux en cause de l'entreprise et en cause de la liberté d'entreprise. Deuxième sous-type donc de rétribution politique, alors là qui est très variable selon les pays, c'est en quelque sorte l'entrée dans le champ politique. Selon les pays, vous avez plus ou moins, on en discutait justement hier dans le groupe de travail, sur la manière dont donc les différents champs sont plus ou moins cloisonnés. Et le champ politique est plus ou moins autonome du champ économique et en quelque sorte, donc, vous avez des passages qui sont plus ou moins importants. Alors on s'aperçoit que dans nombreux pays, alors, le cas de l'Italie est différent puisque Berlusconi est en quelque sorte même une espèce de contre-exemple. Dans de nombreux pays, justement, la profession politique n'est pas du tout la profession justement de professionnels donc des organisations patronales et beaucoup d'interviewés ont pu me dire nous ne sommes pas dans le même monde, ce ne sont pas les mêmes ressources, les mêmes capacités qui sont valorisées. Pour terminer, et pour faire plaisir à Laetitia, pour terminer donc mon exposé, le troisième type d'intérêt que l'on peut éventuellement trouver, ce sont des honora ou de notoriété. Alors ça c'est quelque chose que l'on trouve très souvent au niveau local. Au niveau local, le fait de militer dans des organisations patronales est en quelque sorte à la fois utilisé pour l'entreprise, pour la vitrine de l'entreprise, et également pour la personne qui va donc occuper des charges de pouvoir dans les organisations patronales. Ça peut mener à des charges donc municipales, ça peut mener également, ce qui est important en France, dans des charges de chambres de commerce et d'une certaine manière, de pouvoir local relativement important. Et donc ceux qui sont dans les branches locales sont effectivement, bien souvent, des individus qui, par conviction, par goût, par intérêt, vont rechercher des formes de notoriété locale. Et alors, en dernier lieu, c'est quelque chose justement qu'on oublie trop souvent dans les milieux universitaires où d'une certaine manière, la plupart d'entre nous ne cherchons pas ce type de rétribution, c'est l'intérêt pour les décorations. La décoration, justement, la Légion d'honneur, l'ordre du mérite, est quelque chose qui, peut-être pour des universitaires réunis à l'Ampox, apparaît comme quelque chose de négligeable, mais qui est certainement très très important pour toute une série d'individus qui ont effectivement besoin de cette reconnaissance sociale, de la reconnaissance de la nation, et Dieu sait si la France, justement, donne des décorations. Et donc là aussi, donc la course aux décorations est aussi donc une course qui est balisée par le passage par les organisations patronales, soit lorsque vous êtes représentant patronal, de ce fait vous allez obtenir une décoration, soit lorsque vous avez déjà la décoration, vous allez monter donc dans l'ordre du mérite qui vous est reconnu par l'État, ce qui fait que si les organisations patronales sont des organisations privées, j'ai essayé de vous montrer dans l'ensemble de cet exposé qu'ils avaient effectivement bel et bien des rapports très complexes avec les différents États nationaux, resterait maintenant donc à continuer justement ce travail et à montrer ce que justement l'analyse de l'engagement patronal permet de comprendre en retour sur l'analyse du militantisme ouvrier ou du militantisme des sans-terre ou du militantisme des ONG, en prenant les outils donc de la sociologie du militantisme et de l'engagement, qu'est-ce que l'on voit de mieux à partir de l'engagement patronal? Merci. Eu passo a palavra agora para o nosso consultor argentino, Gustavo Fiorato. Buen día. En primer lugar, quiero agradecer a Fábio Garcia, a Letícia Canedo e a Ampox pelo convite e ter o privilégio de estar mais uma vez aqui nesse palco tão estimulante para as trocas nas ciências sociais. O título do meu trabalho se chama Edição e Política, Guerra Fria na Cultura Latino-Americana dos anos 60.
Portanto, em relação aos trabalhos que acabamos de escutar, passamos do polo simbólico, o polo intelectual, o polo cultural do campo de poder e para tentar atingir o objetivo de contribuir à reflexão sobre as condições sob as quais a edição se torna uma prática decisiva para a política. Esse trabalho é um capítulo de uma pesquisa mais abrangente sobre a história da construção social e cultural do espaço ibero-americano do livro. Devido ao fato de que é muito menos evidente de que uma prática cultural como a edição e uma profissão como os editores intervêm no campo do poder e na política, eu acho necessário introduzir, para ver as relações entre edição e política, algumas das linhas analíticas que eu percebo no meu trabalho. Podemos afirmar que a difusão de impressos e o desenvolvimento de mercados editoriais proporcionam, de modo similar às análises sobre o sistema educativo, por exemplo, índices concretos sobre a composição e o alcance das esferas públicas e o campo de poder. O vínculo entre edição e política se move entre duas possibilidades polares. Por um lado, um efeito que poderíamos chamar diferido ou indireto, o impacto dos impressos na dinamização da esfera pública, e por outro lado, um efeito direto, a edição de sistemas ideológicos concretos. Mas, em todo caso, deve-se perguntar de que maneira os grupos que disputam poder se manifestam, geram adesão e lutam através da cultura impressa. Em terceiro lugar, embora seja um ator central para a configuração da esfera pública, pelas múltiplas dimensões do ato de publicar, de tornar público, de conformar públicos, a figura do editor rara vez se torna pública. Na cena da cultura escrita, comparte com o tradutor, por exemplo, uma condição de relativa invisibilidade. Esse paradoxo, esse é um dos paradoxos que torna bem interessante o estudo das práticas editoriais para conceber o seu lugar, o lugar da cultura na produção de poder. Bom, a trama do texto segue a partir de um epígrafe que recorta uma frase do escritor Carlos Fuentes, dirigida ao editor Arnaldo Orfila Reinal, do Fundo de Cultura Econômica, que diz assim: os filhos de Kafka, o meu querido doutor, têm se vingado dos filhos de Sanches. A publicação dos Filhos de Sanches pelo Fundo de Cultura Econômica, em dezembro de 1964, precipitou um cisma na cultura mexicana. Para um setor de intelectuais ligados ao poder, a monografia do antropólogo norte-americano Oscar Lewis expressava uma humilhação à cultura nacional. As vidas dos membros de uma pobre família de subúrbio, a persistência das suas atitudes tradicionais, mostraram fissuras no desenvolvimento econômico. Foi assim que, em fevereiro de 1965, Luiz Catânio Morlet, um prestigioso jurista e diplomático mexicano, encabeçou o ataque contra o autor e o editor numa conferência ditada na Sociedade Mexicana de Geografia e Estatística, ao qual assistiu o presidente da República, Gustavo Díaz Ordaz. Foi o início de um escândalo que provocou a demissão do editor Arnaldo Orfila Reinal tras sua estigmatização como estrangeiro comunista. Em reação, 500 intelectuais de todo o continente apoiaram Orfila e o estimularam para criar uma outra editora, Siglo XXI. Não interessa a cifra, senão as condições de enunciação de um verdadeiro exército de intelectuais motivados por fins morais, intelectuais comuns, que eram amarrados na figura de esse editor. O alinhamento dessa internacional de intelectuais expressava uma história de relacionamentos sociais tecidos, pelo menos, desde meados da década de 40, pela integração de lutas empreendidas em distintos campos do poder em diferentes países da América Latina. Ao tempo da demissão de Orfila Reinal, a Revolução Cubana tinha sincronizado e demarcado nitidamente os princípios de ação e de oposição entre todos os grupos enfrentados pelo poder em grande parte do Ocidente. Com Gustavo Díaz Ordaz, presidente desde dezembro de 1964, a ala mais conservadora do PRI,
o Partido Revolucionário Institucional do México buscou clausurar o